le travail asynchrone accompagné, effectivement, et je pense que c'est une bonne remarque, c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec les devoirs pour lesquels les étudiants sont seuls. Donc, je vous ai préparé alors un tout petit ancrage théorique, ça je ne peux pas m'en empêcher, pour vous présenter ce que c'est. Et puis ensuite, j'ai pris 8 pratiques très différentes qui ne sont évidemment pas exhaustives, mais qui vous présentent ce qu'on peut faire avec de l'asynchrone. Alors, le lien que je vous ai mis dans le chat, en fait, et que vous retrouvez ici, c'est que pour tous les exemples que je vais vous présenter maintenant, j'ai choisi, pour des raisons de simplicité, de ne pas sauter de Cyberlearn à cette présentation. Par contre, évidemment, vous avez tous les exemples qui sont vraiment mis dans un cours Cyberlearn, qui est celui des CPP Valais. Et puis, vous pourrez aller les consulter. Celui-là, il ne sera pas effacé dans un mois. Donc, vous y trouvez déjà le support que je vous présente maintenant. Et puis, vous y trouvez tous les exemples. Alors, en préambule, je tiens à remercier quand même tous les professeurs qui, volontairement et avec gentillesse, m'ont permis de partager leur expérience et surtout leur création, parce que vous le savez certainement comme moi, en tant que professeur, c'est toujours très difficile de dire ce que j'ai fait, c'est bien, c'est suffisamment bien pour être montré en exemple, parce qu'on a toujours cette humilité de dire qu'on peut toujours faire mieux. Et parfois, il faut juste se dire que ce qu'on a fait, on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous aurez plein d'exemples faits par vos collègues que je vous partage, et puis voilà, c'est des exemples qui peuvent nous inspirer, et c'est ça leur objectif. Alors, ce travail asynchrone accompagné, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a un élément sur lequel il faut pointer son attention, c'est que ce travail-là, il est sans interaction en temps réel. Vous n'avez rien à faire. Mais pire que ça, vous ne devez rien faire. Je sais que ça va être très compliqué parce qu'en tant que professeur, on aime bien se mêler de ce qui se passe. Et là, en fait, on ne doit pas se mêler. Pourquoi? Parce que l'étudiant et l'étudiante doivent pouvoir réaliser ce travail au moment où ils le veulent. Ça veut dire s'ils veulent le faire au milieu de la nuit, et je vous promets que nos étudiants le font, ils doivent pouvoir le faire. Ça veut dire que c'est vraiment un travail qui n'a pas d'interaction obligatoire à un moment T. Ce qu'il faut savoir aussi, et vous le savez vu que vous enseignez, c'est que tout le monde n'apprend pas de la même façon. Donc, ce travail peut vous permettre aussi de donner différents types de supports qui permettent d'adresser, je dirais, certains styles d'apprentissage de manière plus ouais, mais de meilleure façon. Donc, les points principaux, c'est quoi? C'est vraiment que l'étudiant doit avoir accès au contenu tout le temps, donc quand il le désire, au milieu de la nuit, je vous rappelle, que c'est lui qui va contrôler le temps et plus vous. Donc, on doit lui laisser le pilote en fait de son apprentissage et qui va le faire en autonomie. Ça veut dire vraiment, il a toute l'attitude pour travailler. Ça veut dire que nous, de notre côté, donc c'est pas qu'on a disparu. Hein, et là, je fais un petit clin d'œil au responsable filière. C'est pas les heures, c'est la feuille de charge qui disparaissent, évidemment pas. Si ces heures sont là, c'est parce qu'on a un travail à faire en amont et en aval. Et effectivement, ce travail, vous allez voir qu'il n'est pas anodin. Il est différent de celui qu'on fait en cours. Il vous demande une grande remise en question par rapport au rythme que vous allez donner au cours et un gros lâcher prise parce que c'est plus vous qui avez le contrôle. La différence majeure, c'est dans l'autodiscipline pour l'étudiant. Et là, on a un accompagnement à faire avec eux parce que ce n'est pas évident pour eux. C'est quelque chose d'assez nouveau. La même transition qu'ils ont faite en passant du secondaire au tertiaire, où on leur dit maintenant vous avez un ordinateur, vous pouvez l'utiliser en classe, etc. Ça demande une discipline. Et voilà, la même chose, ça veut dire que ce travail, comme il n'est pas contrôlé en temps réel, quelque part, ils peuvent le remettre à plus tard, ils peuvent le remettre au milieu de la nuit, ils peuvent voilà. Et notre travail à nous, c'est vraiment de regarder qu'on perde personne, leur apprendre ce que c'est que l'autodiscipline. Par contre, on remarque qu'il y a des éléments assez simples dans l'autocontrôle pour les aider à ne pas perdre le fil. En fait, c'est peut-être ça le point d'attention par rapport aux étudiants, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait des étudiants qui décrochent parce que c'est nouveau pour eux aussi, donc pas rien que pour vous. Donc, cet apprentissage asynchrone, il a des résultats plutôt positifs sur les étudiants, vu qu'on sait que, alors chez les adolescents, on a des post-adolescents quand même, mais enfin chez les jeunes adultes, la période où ils sont le plus affûtés, c'est pas à 7 heures le matin, c'est plutôt le soir. Et c'est vrai que nous, alors on donne pas trop de cours le soir, on en donne un petit peu quand même, ceux qui ont des cours avec les temps partiels le savent, mais c'est vrai que c'est pas la période qui est la plus utilisée, donc c'est vrai que finalement leur laisser le choix du moment durant lequel ils travaillent, comme nous, on a le choix, je ne sais pas quand est-ce que vous préférez travailler, finalement, c'est leur redonner un petit peu de pouvoir sur leur apprentissage. Et on voit qu'avec le travail asynchrone, on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut leur apprendre, et puis qu'eux vont augmenter la qualité des interactions. Comme toutes les interactions vont laisser une trace,
c'est comme ça qu'on va pouvoir évaluer s'ils sont dans le travail qu'on leur demande ou pas, ben, ils vont quand même réfléchir à 2 fois avant de laisser des commentaires ou des éléments. Ça veut dire qu'ils savent que sur chaque élément qu'ils vont nous partager, ben, quelque part, il y a un regard qui va être porté. Donc, les questions à se poser, j'en ai repris quelques-unes. Donc, évidemment, elles sont toutes là, et elles sont toujours là aussi pour vos cours standards. Peut-être ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est vraiment comment est-ce qu'on vérifie cet alignement pédagogique dont vous avez entendu parler dans tous les sens, hein, nos objectifs, les activités qu'on propose et l'évaluation, que ce triangle soit vraiment cohérent toujours. Et puis surtout, là, vraiment, c'est une particularité de l'asynchrone qui est encore plus importante à ce niveau-là. C'est comment est-ce qu'on va permettre à l'étudiant de savoir où il en est. Comment est-ce qu'il va pouvoir auto-contrôler son apprentissage. On sait que vous ne pouvez pas apprendre pour l'étudiant, vous pouvez lui donner toutes les pistes, toutes les clés et un tout joli parcours. Il y a un travail qui doit être fait par lui-même et ça, c'est vraiment à lui de le mettre en branle quelque part, dans son autonomie. Mais pour savoir s'il est sur la juste piste, comme il est en autonomie, eh ben, on doit lui donner des moyens de contrôler la progression de son apprentissage. Et puis la fin, c'est de dire, bah, vous devez mesurer s'il progresse, évidemment, et puis vous devez aussi l'évaluer, parce que si le travail n'est pas évalué, comment dire, ça va être compliqué quand même de les engager sur la durée, parce qu'on a des étudiants qui sont opportunistes, qui sont très intelligents, qui savent très bien comment optimiser leur effort. Donc évidemment que ces 2 heures que vous allez faire là doivent faire partie absolument de l'évaluation. Après, sous quelle forme, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir déterminer. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors, le premier réflexe quand même qu'on a, moi j'ai fait comme vous, hein, parce que j'ai testé pour vous, c'est de se dire, on va donner tout ce qu'on doit donner, parce que nous, on aime tellement donner notre savoir absolu, qu'on va donner les cours en synchrone, et puis à la fin, on met de la synchrone, comme ça, ils se débrouilleront à la fin, ils feront des travaux, etc. Alors ça, je dirais que c'est pas la meilleure pratique. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce que les étudiants peuvent le mieux acquérir en autonomie, c'est les connaissances. Et ce qui est le plus compliqué à acquérir seul, c'est la compétence. Donc, ça veut dire quelque part, les connaissances, on va trouver des sites, on va leur créer des vidéos, on va leur créer des supports pour qu'ils puissent rentrer dans cette connaissance. Alors, expérience personnelle, j'essaie de leur faire lire des livres à l'avance. Voilà, si vous ne mettez pas un peu plus d'exigence que ça, c'est un peu compliqué de leur faire des lectures sans le contrôler. Mais par contre, ça veut dire que si on avance la théorie, que cette théorie passe en asynchrone, les moments synchrones sont beaucoup plus riches. Pourquoi? Parce qu'on peut y faire vraiment de la pratique, on peut y faire de la rencontre entre 2 avis, parce qu'ils auront appris en autonomie et souvent seuls. On verra après qu'on peut aussi le faire en groupe. Mais toujours est-il que la théorie en asynchrone, c'est vraiment la partie la plus simple à amener pour commencer. Donc ça, n'hésitez pas à dire, voilà, c'est très compliqué pour un prof de dire, oui, mais je vais tout savoir à transmettre, mais la transmission, c'est la partie qui est la plus simple à faire en autonomie. Parce que vous, ce que vous transmettez, l'étudiant doit le digérer. Donc, on a 2 types d'interactions. Alors, on a les interactions, je dirais, si on parle d'asynchrone, on parle tout de suite de contenu. En fait, les premières interactions, c'est avec le contenu. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que c'est sur le contenu. Et les deuxièmes interactions, c'est des interactions sociales. Mais toujours, comme c'est asynchrone, ça veut dire que c'est pas en temps réel. Ça veut dire qu'il y aura un décalage. Clairement, je vous donne un exemple, c'est un forum où quelqu'un va déposer une question. Vous savez très bien que sur les forums, on ne s'attend pas à avoir la réponse en immédiat. C'est pas un chat, c'est vraiment un endroit où on dépose quelque chose et puis on reviendra voir s'il y a une réponse un peu plus tard, quitte à faire remonter son billet s'il n'y a pas de réponse ou à le reformuler parfois. Donc, est-ce qu'on va travailler sur un projet individuel ou collectif? Alors là, je vous renvoie à tous les auteurs qui font la différence entre le projet collectif et le projet commun. Donc là, simplement, c'est clair que les étudiants travaillent de manière individuelle, mais ils peuvent travailler chacun sur le même projet, sur un projet qui, lui, est collectif. Et c'est vrai que quand même, on doit leur laisser ce moment de travail s'ils veulent se mettre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est que souvent, pour le moment asynchrone, ça les rassure d'être ensemble. Par contre, ça ne doit pas être une obligation nécessairement parce qu'eux doivent avoir vraiment ce choix de piloter le cours. Et évidemment, si vous leur dites vous devez vous rencontrer à 5, ben, le choix, il devient très compliqué et il n'existe plus vraiment, à moins qu'ils fassent partie de la même équipe. Alors, je vous ai construit 8 exemples. Mon objectif, c'est de passer à travers les 8 exemples et puis comme ça, après, on vient sur des questions précises parce que j'imagine que vous en avez. Je ne vous fais pas les exemples les meilleurs du monde, je vous fais juste des exemples qui sont réalisables et qui ont été faits dans notre école. Alors, la première chose, c'est la lecture et la prise de notes. Alors voilà, ça paraît bête et stupide, mais finalement, une école a toujours fonctionné et fonctionnera encore longtemps à travers des lectures pour apprendre du contenu. Les livres, les articles, c'est quand même pas mal. Et puis, un exemple d'outil que vous pourriez utiliser, c'est Perusol. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait un logiciel qui est, vous l'avez ici,
qui est gratuit et normalement qui va le rester parce que c'est l'université d'Harvard, je crois, qui l'a développé. En fait, c'est un guide pour la lecture où vous allez pouvoir faire interagir de l'interaction en différé entre les différents apprenants. Donc, si je montre ici en grand la consigne qui avait été donnée pour cet article, c'est alors dire si c'est bien, hein, la lecture, la pédagogie inversée, c'est Ariane Dumont qui nous partage son exemple. Et elle nous disait, voilà, vous devez lire cet article. Alors, elle nous avait donné style un mois avant le début du cours. Et puis, elle nous avait dit, soit vous posez une question, alors vous imaginez, vous connaissez personne dans le cours, et puis vous devez poser une question sur le contenu qui vous est présenté, soit vous allez répondre à une question, ça semble encore plus compliqué parce que vous vous dites, oh là là, et vous voyez, quand je vous parlais de la qualité de l'interaction qui augmentait, c'est que avant qu'on ose mettre quelque chose sur lesquels d'autres personnes devront réagir, je vous assure qu'on a lu l'article comme il faut. Et puis la dernière chose, on pouvait simplement commenter quelque chose qui avait été mis. Et si on le voit sur la droite, là, vous voyez toutes les conversations. En fait, vous voyez énormément de choses, vous voyez des commentaires, vous voyez des questions. Et en fait, avant même le cours, il s'était passé plein de choses sur cet espace-là où des gens se questionnaient. Alors finalement, la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours plus facile de poser une question qu'y répondre. Et le fait de se poser des questions, ça vous permet d'avancer dans l'apprentissage. Donc ça, c'est un outil, je dirais, extrêmement facile à configurer, sur lequel vous pouvez amener vos étudiants justement en autonomie à interagir les uns avec les autres. On a la dimension sociale, mais complètement asynchrone, vu qu'il n'y a pas de moment où le travail doit être effectué. Un autre exemple qui avait été fait par un collègue, c'était de prendre un texte et d'en surligner des parties en jaune ou en vert. Et en fait, les étudiants devaient prendre un des deux parties, soit ils étaient dans l'équipe des jaunes, soit ils étaient dans l'équipe des verts. Et ils devaient amener les arguments pour essayer de défendre un point de vue. Donc, c'est toujours des choses que vous pouvez faire de manière très simple. Finalement, là, je vous montre un outil, mais on n'a pas besoin d'outils, en fait, pour engager les étudiants sur la lecture. Par contre, il faut qu'ils doivent faire quelque chose par rapport au texte qui leur est proposé. Et questionner, c'est toujours un bon moyen d'apprendre. Je vous propose, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez m'interrompre, hein, on peut attendre la fin, mais on peut aussi interagir directement, n'hésitez pas. Peut-être que je verrai les mains levées, donc il n'y a pas de souci. Deuxième exemple, alors ça, je pense que c'est ce qui a été le plus utilisé durant tout le premier, le deuxième confinement, les vagues, ce que vous voulez, c'est l'usage de la vidéo. Alors évidemment, de la vidéo, ben voilà, c'est le support privilégié de cette génération qu'on a en face de nous. Ils vivent par la vidéo. Alors peut-être que c'est pas le plus simple d'aller sur TikTok pour leur présenter des vidéos courtes, et c'est vrai que c'est très frustrant la durée des vidéos sur laquelle on arrive à les engager. Moi, j'ai fait comme tout le monde des erreurs de faire des vidéos trop longues. Les plus longues font 20 minutes. Je veux dire, je les ai perdues 4 fois, mais enfin, voilà, j'essaye de les crocher. En même temps, il faut imaginer, c'est vrai, on avait des formats de cours qui duraient, alors pour ma part, c'était 3 périodes de cours, et soudain, on doit faire une vidéo de 20 minutes qui résume tout ça, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à couper ces vidéos, il ne faut pas hésiter à aller chercher des exemples ailleurs. Et puis, un outil qui est pas mal, alors vous avez certainement fait des vidéos avec PowerPoint, hein, que maintenant devient les stars de ces vidéos courtes qui ont un sérieux avantage, c'est qu'avec PowerPoint, quand vous reprenez les vidéos un an après, vous pouvez ne changer que certains éléments. Et c'est vrai que ça vous gagnez énormément de temps par rapport à une vidéo qui serait réalisée, je dirais, comme un film standard. C'est clair qu'on n'est pas dans du film, on est vraiment dans du cours. Et on n'a pas, comme au CSE de l'Uni de Lausanne, 3 assistants qui vont nous aider pour faire le cours. Et c'est clair qu'il faut juste être humble par rapport à ce qu'on produit. Le deuxième outil qu'on a à disposition, et celui-là, on le trouve dans Moodle, et c'est vraiment un outil qui est incroyable de puissance. D'ailleurs, j'ose à peine le dire parce que je pense que j'en ai absolument pas fait le tour. C'est H5P, qui est un outil qui vous permet, sur la base d'une vidéo que vous avez, en fait, de l'interrompre et puis de poser des questions ou alors de rajouter un élément qui vous paraît important, de mettre en évidence. Et le fait que vous arrêtiez la vidéo à des moments précis, ça va aider l'apprenant en fait à se reconcentrer. Ne serait-ce que s'il a un peu décroché de la vidéo, le fait que ça s'arrête, parce que la vidéo s'arrête tant qu'il ne fait pas une action, ben, il va lever la tête en disant qu'est-ce qui se passe, et puis même s'il est en train de faire autre chose à côté, il va soudain avoir son attention qui est reprise par la vidéo. Alors là, je n'ai pas trouvé trop de collègues qui étaient d'accord de mettre leurs vidéos, donc j'ai mis les miennes. Alors, ça va vous faire plaisir d'aller sur un cours sur le packaging et sur la présentation du torpilleur, qui est cette magnifique bouteille créée par la cave de l'orpailleur. Je vous ai mis cet exemple simplement pour vous montrer. Alors, c'est horrible de se voir en vidéo, ça c'est déjà la première chose. Donc déjà, je me vois, puis en plus, je vous le montre. Mais c'est pour vous dire, je vois très bien tous les défauts. Vous n'avez pas besoin de me les dire. Enfin, si vous voulez, vous pouvez. Mais je vois très bien quand je me réécoute, c'est atroce. Mais à part ça, je veux dire, j'ai l'impression de sortir du lit tellement j'ai l'air fatiguée sur la première vidéo. L'expression, elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas à la perfection. Elle est juste à quelque chose d'efficace.
Là, c'est un peu trop long encore. Je ne sais plus combien de temps elle dure, mais elle doit durer quelque chose comme 20 minutes. C'est trop long. Même que je trouve ça génial, hein, moi, je suis obligée de dire que c'était un peu trop long. Et puis voilà, ça typiquement, c'est une vidéo qui irait très bien avec du H5P où je pourrais la couper. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Ça aussi, prenez le temps de faire les choses par étapes. Je crois que c'est vraiment fondamental. Ça veut dire que bien sûr, vous pouvez imaginer la première année, comme vous vous lancez, la première édition, avoir des vidéos extraordinaires, interactives, etc. Sauf que je vous rappelle que les courses, c'est toutes les semaines et qu'à un moment donné, voilà, il faut avancer. Typiquement, j'avais pris ce pari l'année dernière de prendre des experts marketing qui venaient nous parler de leur expérience et de parler du marché réel. Ben ça, c'était quelque chose de super facile à faire. Donc, vous voyez, le format, c'est que les intervenants ici nous présentent, donc ils nous ont partagé l'écran, puis on nous voit discuter en fait sur la droite. Et c'est juste tellement simple à faire de dire, voilà, expliquez-nous comment ça se passe, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, je vous avoue que quand ils m'ont dit qu'ils voulaient faire une bouteille en forme de torpille, je ne vais pas dire j'ai ricané, mais enfin, j'aurais zéro chance sur le marché. Bon, une cartonne, donc voilà, autant dire que on peut donner des cours de marketing et pas avoir une vision très claire sur ce qui va se passer sur certains marchés. Voilà, tout ça pour dire que ce qui est important aussi, c'est d'amener des exemples. Alors, si c'est vous qui faites les vidéos, c'est bien. Si c'est pas vous qui les faites, c'est pas grave. Ce qui est important, et c'est ça notre rôle, je veux dire, vous n'avez pas nécessairement écrit de livre, et pourtant vous enseignez avec des livres. C'est pas important que le contenu vienne de vous. Ce qui est important, c'est que vous digériez avec les étudiants le chemin qu'ils doivent suivre pour parcourir les livres. Et peut-être que la richesse qu'on peut leur amener, c'est plutôt que d'amener un seul livre, d'en amener plusieurs, mais quelques extraits plutôt qu'un seul, ou plusieurs approches plutôt qu'une seule. Voilà les vidéos. Ensuite, alors le podcast, c'est un truc, je croyais qu'elle allait mourir. Et puis en fait, c'est le grand retour du podcast. Alors le podcast, évidemment, là, on reparle des différents styles d'apprentissage. On est sur une écoute active avec le podcast. J'avoue que moi, j'ai beaucoup de peine avec le podcast. À part en voiture, j'ai une monstre peine à me concentrer parce que dès que j'écoute, je suis obligée de faire quelque chose. Et si je suis devant un ordinateur pour écouter, du coup, je vais me mettre à faire autre chose et après, mon cerveau, il n'arrive plus à suivre. Donc, le podcast peut fonctionner très bien à différents moments pour différents supports et surtout, il va varier les styles d'apprentissage parce qu'autant pour moi, c'est compliqué, pour d'autres, ça va être une facilité. Donc, pensez toujours qu'on a différents styles d'apprentissage, différents types d'étudiants, mais on a aussi des étudiants qui ont des j'ai le terme anglais, des handicaps, enfin voilà, des difficultés. Et peut-être que de varier les styles d'apprentissage, c'est aussi une facilité pour eux. Je pense aux troubles 10 ou autres. C'est vrai que voilà, on pense pas souvent à varier les supports et pourtant, ben, normalement, on devrait le faire. Donc là, si vous avez besoin de faire un podcast, c'est pas très compliqué. Vous avez un ordinateur qui le fait très bien. Vous avez un téléphone qui le fait aussi. Et là, c'est hormis l'accent qui va être compliqué à gommer quand même, mais vous avez votre image qui n'est pas affichée en fait. Et puis, c'est des fois plus facile aussi pour gérer. Le podcast, ça marche très bien aussi pour transmettre des consignes. Et j'ai découvert ça hier, donc je vous fais part de ma super découverte. C'est que dans Moodle, on peut donner des consignes en podcast simplement en enregistrant en direct dans Moodle sous une étiquette. Vous faites votre petite consigne moins de 2 minutes. Donc ça nous force à être un peu concis. Et puis comme ça, vous n'avez rien besoin d'utiliser. Vous allez dans Moodle, vous enregistrez la consigne est là et puis vous mettez votre exercice derrière. J'ai trouvé que c'était pas mal. Soit dit en passant, Moodle permet aussi de faire de la vidéo courte de type 2 minutes directement sans avoir rien besoin, simplement avec votre ordinateur et la webcam. Voilà, donc le podcast, bah, évidemment que j'ai dû en choisir un qui était tout joli. Là, donc là, le thème, c'est Podcast Mon Amour, et c'est très drôle parce que c'est le podcast du Pédagoscope d'Ariane Dumont, qui est qui est un podcast sur la pédagogie. Et puis en fait, le thème, je ne sais plus quand c'était, il n'y a pas si longtemps, le thème c'était est-ce qu'il faut faire des podcasts ou pas? Est-ce que s'enregistrer pour partager, c'est le bon format, le podcast, etc. Donc c'est de ça que va vous parler cette intervenante cette fois. Donc ça, c'est l'exemple. Je vous en ai mis d'autres, des podcasts intéressants sur la pédagogie, évidemment, et sur l'enseignement en particulier. Donc, vous pourrez aller voir aussi. Le Pédagoscope, franchement, c'est un podcast suisse roman. C'est certainement très intéressant d'aller écouter un petit peu ce qui se fait, des exemples, et des gens qui partagent vraiment avec beaucoup d'humilité, en fait, des pratiques que vous pourriez reproduire sans autre dans vos cours. Je sais plus où j'en suis, quatrième ressource rassemblée par l'enseignant, c'est de la curation. C'est ce qu'on fait tout le temps finalement, c'est qu'on va chercher à gauche, à droite des éléments pour essayer d'en créer un contenu qui ait du sens. Donc l'idée de ces ressources, on va voir après, ça peut être les étudiants qui les rassemblent. Ici, c'est vraiment ce qu'on met dans Moodle souvent, ça veut dire qu'on va chercher différentes sources, vidéos, audio, etc. et puis on les rassemble. Donc on a des outils pour le faire. Vous allez voir souvent le Padlet qui revient.
Donc, le Padlet, c'est un outil qu'on aime bien en pédagogie parce que c'est super facile et surtout, ça permet une interaction continue et en asynchrone avec les étudiants. Donc, ça veut dire que sur un Padlet, on va pouvoir mettre de l'info. Quiconque peut contribuer, pour autant qu'on laisse les droits, évidemment. Et puis ensuite, on pourra aller évaluer en mettant des notes ou en mettant des commentaires si ce qui a été posé, c'est bien. Et puis, on pourra commenter. Ça veut dire qu'on peut faire différents passages, donc sur différentes semaines, en disant, voilà, quelqu'un a mis une information. Moi, je vais pouvoir juger si je la trouve bien ou pas. Il a commenté. Et ça veut dire que soudain, on voit que la vraie collaboration autour de l'apprentissage, elle est là. Donc, c'est clair que quand le prof fait lui-même la curation, il y a moins de commentaires sur ce qui est bien. Donc là, je fais l'auto-promo des conseillers pédagogiques. Je vous rappelle l'existence du Padlet qui parle de l'asynchrone aussi et qui parle de la pédagogie active. Si jamais ça vous intéresse, on a fait des nouvelles capsules. Donc ça, c'était la minute promotionnelle. Il faut une pause pub quand même dans les présentations. Outil suivant, la discussion en ligne. Alors ça, c'est comme je disais tout à l'heure, les forums, mais il n'y a pas que les forums. Alors, il y a aussi Teams maintenant, mais il y a les wikis, il y a les glossaires, on peut faire tellement de choses, on peut construire. Et c'est toujours l'idée, c'est de construire ensemble. C'est pas parce qu'on fait de la synchrone que l'étudiant doit être tout seul. Il va travailler seul, mais il va travailler avec les autres. Simplement, chacun va faire sa contribution au moment où ça l'arrange. C'est lui qui pilote en fait le temps et le moment auquel il va le faire. Alors c'est clair que pour tout ce que je vous ai montré là, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est important d'avoir des consignes super claires, super explicites, parce qu'en fait, contrairement aux cours où on sait tous très bien retomber sur nos pieds quand il y a un truc qui marche pas trop bien et puis on peut corriger, c'est clair qu'une fois que vous êtes en asynchrone, alors vous pourrez le corriger, bien sûr, on n'est pas à une distance monumentale, vu qu'il nous reste quand même des cours à donner de manière synchrone. Mais par contre, c'est vrai que ben voilà, si des étudiants ont déjà commencé le travail, d'autres pas, etc., ben, il faut essayer d'anticiper tout ça pour essayer de faire quelque chose le plus clair possible. Donc, les exemples, je les ai pris chez Cyberlearn, hein, qui, j'ose même pas dire, mais comment rendre son cours interactif, il manque un i, je l'ai vu tout à l'heure. Le glossaire, le forum, le wiki, ça date de 2010. Donc, dire que c'est pas non plus nouveau, hein, mais maintenant de savoir si on l'a utilisé dans nos cours. C'est vrai que nous, on a essayé d'en faire et puis voilà, il y a de toute façon un système qui fonctionne mieux que d'autres, suivant les classes, suivant ce que vous demandez. Nous, le forum, on n'y arrive pas. Quoi. On a essayé plusieurs fois, ça marche pas. Par contre, le glossaire, c'était quelque chose avec lequel on a pu travailler, entre autres, pas tellement pour la théorie, de manière aussi étonnante que ça puisse paraître, mais c'était pour les présentations d'exercices et surtout de cas pratiques où chaque étudiant était très content d'amener un cas qu'il avait vu à gauche, à droite, en disant voilà, moi j'apprécie ce cas, je vous le présente, et puis voilà, il le mettait dans le glossaire. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que vous avez le droit, et moi j'irais même, vous avez la liberté complète de détourner tous les outils que vous voulez. Si vous voulez faire une interaction sur Word parce que vous trouvez ça trop cool, faites-le sur Word. Je veux dire, c'est à vous d'utiliser. L'outil n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire et quel est l'objectif pédagogique qui sous-tend ce que vous voulez faire. Le suivant, c'est les exercices. Alors là, on frise le code parce qu'on se dit aïe, 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 quelle est la différence entre ce truc-là et puis le devoir, hein. Et là, on se dit voilà, ça y est, elle va trébucher. Donc, qu'est-ce qui différencie en fait le travail asynchrone du devoir? C'est que là, il y a vraiment un objectif d'apprentissage qui est clair, en autonomie, en temps décalé. Et là, c'est clair que l'objectif de cet exercice-là, c'est de tester si l'étudiant a bien compris. C'est de l'autocontrôle. Et cette pratique et révision, elle doit presque toujours être associée à quelque chose d'autre. Le cas que je vais vous montrer, c'est un cours, vous allez vous faire plaisir, de macroéconomie et sur l'offre et la demande, la toxicité des produits, blabla. Et puis en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez suivi le cours, vous avez regardé la vidéo, est-ce que vous avez compris? Et là, l'exemple que je vous donne, je le trouve assez top parce que le prof, il faut imaginer que c'est son cours normal, donc des courbes et des trucs, mais qu'on dessine au tableau. Donc après, vous imaginez la solitude au moment où votre support de cours, c'est le tableau blanc, vous vous retrouvez à distance, il y a une rupture qui est quand même totalement complète. Et en fait, on s'est aperçu, on a pas mal travaillé sur ce cours, et en fait, on s'est aperçu que pour les étudiants, plus c'était technique, plus ils appréciaient de mettre le prof sur pause. Ce qu'ils ne peuvent pas faire en classe, vous mettre sur pause, ben soudain, ils ont énormément apprécié de dire la branche est tellement technique, si je rate un bout, alors évidemment, si vous ratez un bout à distance et que le cours est en live,
bah voilà, vous allez les cravacher pour rattraper votre retard parce que vous avez raté le truc. En plus, si on est à distance, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez pas guigner sur vos voisins pour essayer de vous récupérer en disant moi, j'ai pas compris ce passage-là, voilà, je suis largué. Bon, évidemment que nous, on a des étudiants formidables qui vont lever la main, qui vont dire j'ai pas compris, etc. Mais enfin, voilà, vous savez comment ça se passe. Il va rien se passer, l'étudiant va rien dire et puis il va travailler lui-même après. L'avantage de passer le cours en l'occurrence de macroéconomique, vous voyez là, il a été passé 100% en asynchrone. Et j'admets qu'au début, je me disais, mais la vache, quand même, ils doivent tout faire ça tout seuls. Alors, évidemment qu'ils avaient un temps qui était dévolu pour ça, et ça, c'est le deuxième point important peut-être pour l'asynchrone, c'est qu'ils doivent avoir du temps. Alors, même s'ils vont le faire au milieu de la nuit, ça n'empêche pas que sur leur planning de semaine, le moment, il est indiqué quelque part, parce que ce qu'ils font, c'est un peu comme nous, hein, ce qu'on fait au milieu de la nuit, on a le droit de le faire, mais on doit avoir un moment durant la semaine qu'on peut récupérer de manière à ne pas avoir travaillé non plus 55 heures. Donc là, en l'occurrence, si je reviens à ce cours, donc c'était très technique, l'étudiant pouvait faire en avant, en arrière, donc ils ont vraiment apprécié. Donc on a regardé les évaluations de cours et vraiment ils ont fait ces retours en disant mais enfin je peux revenir en arrière. Ceux qui comprenaient bien qu'est-ce qu'ils faisaient, ils mettaient la vitesse x2 pour aller plus vite. Et puis en fait, là, chaque fois qu'il y avait un quiz, donc les quiz c'était quelques questions pour vérifier s'ils avaient bien compris les mouvements des courbes. En fait, chaque fois, le prof a refait une petite capsule, donc cette fois un extrait, enfin c'était une autre capsule qui expliquait différemment pour que les étudiants comprennent bien exactement la réponse à la question. Des petites capsules qui faisaient 45 secondes. Donc voilà, dans ce cas-là, la bonne réponse. Alors vous voyez normalement que j'avais fait juste. Hein. Oui, je me suis dit, je n'ose pas arriver avec la réponse fausse. Donc je l'avais fait juste en haut. Et puis en fait, on me dit quand même que la réponse correcte, qu'est-ce que c'est? Et puis je peux regarder la vidéo ou pas. Donc, en fait, le retour des étudiants, c'est-à-dire ceux qui avaient compris ont gagné du temps parce qu'ils pouvaient aller beaucoup plus vite. Ils n'avaient pas besoin de regarder les vidéos, ils avaient compris. Ils gagnaient du temps aussi sur le cours parce qu'ils comprenaient plus vite, ils pouvaient aller plus vite. Et puis les autres, ben, ils savaient que de toute façon, ils allaient passer du temps, passer des branches techniques assez difficiles, mais ils pouvaient revenir autant de fois qu'ils voulaient jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et effectivement, on attend un peu les résultats pour voir si on valide le fait qu'ils ont mieux appris. Après, là, on a une difficulté, c'est que l'examen sera aussi sous ce format-là. Donc, c'est un format pour lequel ils n'ont pas l'habitude et surtout qui n'a rien à voir avec le format habituel. Mais l'idée maintenant, c'est de mesurer s'il y a une différence significative dans l'apprentissage. En tout cas, sur la satisfaction des étudiants et leur auto-apprentissage, c'était vraiment positif. Ensuite, comme outil, on arrive bientôt au bout, hein, comme outil, il y avait la recherche et l'exploration. Alors là, c'est à vous de définir, on pourrait rechercher quoi alors? Si je reviens sur mon cours, on peut chercher les tendances 2021 sur tel et tel marché, ou on peut rechercher s'il n'y a pas une meilleure méthode pour développer quelque chose, ou on peut rechercher s'il y a différents outils qui permettent d'arriver à une même solution. Ou voilà. L'idée, c'est d'aller chercher. Alors après, où est-ce que vous mettez les résultats de la recherche? Alors vous allez me dire, on peut le mettre dans Moodle, ça par exemple. Vous pouvez le mettre dans Padlet, on l'aime toujours parce que c'est un outil qui permet vraiment tous les formats multimédia possibles, donc c'est assez sympa. On peut le mettre dans un forum aussi où on dit voilà, il y a une équipe qui travaille sur tel sujet, une autre sur tel sujet, etc. Chacun voit que son sujet, puis après on fait de la consolidation. Quand on revient ensemble, hein, pensez toujours le moment asynchrone et le moment synchrone, ça ne doit pas être des éléments qui sont complètement dissociés. Donc quand vous allez construire votre cours et vous voyez le calendrier, les moments synchrones doivent constituer un tout avec les moments asynchrones. Ça veut dire que vous construisez votre cours, enfin, je veux dire, c'est toujours votre cours de 6 heures que vous allez devoir construire un peu différemment. Le rappeler, j'ai mis en italique que la bibliothèque existe hein, et qu'ils ne sont pas obligés d'y aller parce que tout est en ligne. Mais ça, c'est important aussi. C'est vrai que quand on leur fait chercher des informations, c'est pas un réflexe inné chez eux de le faire. Donc là, je vous ai juste mis un exemple, c'est le Padlet. Donc, on a participé sans gagner au Brainstorm L'Oréal 2021. Et puis, bah voilà, ils ont été chercher des choses, ils se sont posés des questions. Là, on voit pas trop, on voit un peu sur la droite que d'autres ont réagi aux questions. Voilà, et puis ils commentaient ce qu'ils mettaient, etc. Donc, il faut imaginer que ce qui est intéressant dans le Padlet et ce qui est intéressant dans la recherche, c'est de dire on le fait en plusieurs temps. Le temps 1, première semaine, par exemple, on va chercher de l'info, on commente l'info, on classe l'info, puis on peut faire beaucoup de choses avec ces outils-là. Et la dernière activité, c'est évidemment l'activité réflexive. C'est qu'est-ce que j'ai fait comme travail. Donc, c'est de dire, voilà, je dois être capable de porter un jugement sur mon propre travail, évidemment, mais aussi sur le travail des collègues avec l'évaluation par les pairs. Alors là aussi, vous avez, alors évidemment, vous pouvez donner les travaux de chacun et les redistribuer, que ce soit des PDF ou des fichiers réels. Ou alors, vous pouvez utiliser de nouveaux modèles. Alors, vous avez l'activité atelier qui permet de le faire.
Moi, j'aime pas du tout. Enfin voilà, ça c'est un avis très personnel parce que vous devez être hyper figé dans les dates et dans les rendus. Or, je sais pas comment sont vos étudiants, mais enfin nous, on a des classes assez grandes et puis on a toujours un qui dit ah j'ai oublié de rentrer dans les temps, est-ce que je peux encore venir? Du coup, ça vous chamboule tout votre truc. Donc finalement, je garde le contrôle. Hein. Des fois, on est quand même un peu dans le contrôle. Et puis il y a un outil qui est hyper simple, c'est l'outil Devoir que vous connaissez sans doute dans Moodle. Et en fait, vous pouvez changer pour l'outil devoir seulement pour ce devoir-là le rôle de l'étudiant qui peut devenir prof et du coup qui peut évaluer ses collègues. Et puis ce qu'on peut faire, et nous on le fait volontiers, c'est travailler sur une grille critériée d'évaluation. Donc ensemble, on réfléchit quels sont les critères importants pour évaluer ce travail, parce qu'évidemment, vous n'allez pas évaluer tous les travaux avec les mêmes critères. Donc déjà, que eux participent à la construction de la grille, et puis ensuite, chacun doit évaluer un collègue avec sa grille. Et là, vous pouvez même aller plus loin et dire l'évaluation ne porte pas sur le travail que vous avez fait, mais sur la qualité du feedback que vous avez donné à votre collègue. Bon, ils n'aiment pas trop, mais c'est une possibilité. Ouais, ici, c'est un travail qui avait été fait toujours sur Padlet, où on voit que c'était pour un cours d'anglais. Donc, on avait demandé aux étudiants de parler en anglais, de présenter quelque chose et ensuite de faire en partie B. L'étudiant B devait faire un espèce de feedback sur ce qui s'était passé. Enfin, des idées, il y en a assez, c'est pas le problème. C'est juste de dire, essayez de trouver des choses où voilà, le feedback des collègues amène une plus-value pour qu'il soit fait de manière constructive. Ben, il faut leur donner des règles aussi et leur expliquer comment ça se passe. Conclusion, j'y suis. Hein. Les incontournables. Donc, il faut évidemment et vraiment rédiger des consignes claires et des consignes qui soient disponibles en tout temps, quelque part. On a Moodle, ça marche bien. On a Teams qui marche aussi. On a, si vous voulez, le mail, ça marche toujours. Mais les consignes doivent être super claires. Il faut évidemment configurer l'environnement numérique de travail. Pourquoi numérique? Parce qu'effectivement, c'est assez compliqué de dire tout le monde a accès à tout en tout temps sans passer par le numérique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'asynchrone, ça ne veut pas dire que le travail doit être numérique, mais ça veut dire que le partage d'informations va être certainement, en tout cas pour une partie numérique. On va devoir définir le temps que va prendre le travail. Et moi, je vous assure que régulièrement, vous allez devoir le corriger parce que, voilà, on imagine le temps que vont prendre les étudiants et parfois c'est beaucoup plus ou parfois c'est moins, ça dépend toujours. Et au début, on tâtonne un peu, mais on trouve assez vite le rythme de croisière où parfois il faut leur demander à eux d'imaginer combien de temps ils ont besoin pour faire telle activité. Et puis, ils sont assez durs avec eux-mêmes. Moi, je trouve mon principe est assez honnête. Mettre en place une correction, voire une autocorrection qui sache où ils en sont, parce que sinon, pour eux, c'est très compliqué de dire je fais un travail et il n'est pas corrigé, ça vaut rien, j'en sais rien. Enfin voilà, il faut vraiment le faire. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire des devoirs, vous reprenez le devoir, etc. Ça veut vraiment dire que l'étudiant doit pouvoir se rendre compte régulièrement, de manière mesurée, quelle est la progression qu'il a dans son apprentissage, en fait, comme dans un apprentissage synchrone. Et puis vous devez évaluer ce travail de nouveau parce qu'il faut que ça compte quelque part. Voilà, donc un dernier conseil, il faut être créatif, il faut changer, il faut imaginer, il faut tester. Il n'y a pas de, il y a rien de faux, il faut juste se dire que c'est plus nous qui avons les rênes, on doit les donner. Et puis, ben, c'est pas toujours si facile. Voilà, maintenant c'est votre tour de parler, c'est les questions-réponses. Et puis j'espère que voilà, vous avez quelques pistes pour vos cours. De nouveau, ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas une liste des meilleures pratiques du monde, mais enfin, l'objectif, c'était de vous inspirer et de vous donner des bonnes idées.